Bonjour Sylvain Augeran. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette audition avec nous dans le cadre de notre commission d'enquête de suivi du Covid-19. Donc, vous êtes fondateur de l'association Canopée Forêt Vivante et porte-parole forêt des Amis de la Terre. Peut-être que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qu'est Canopée Forêt Vivante Ouais, et nous dire un peu ce que vous avez à nous dire sur le moment qu'on est en train de vivre de crise sanitaire. d'accord. Bah, merci pour l'invitation et pour, la possibilité de nous exprimer en ces moments effectivement, troubles. Canopée, c'est une petite association, qui a été créée parce qu'on se rendait compte qu'effectivement, il y avait besoin de faire remuer les choses, en France, quand on parle de forêt. Voilà. Aussi bien pour défendre les forêts françaises que pour défendre ce qui se passe de l'autre côté de la planète, dans les forêts tropicales, aux côtés des communautés autochtones notamment. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et ce qu'on vit aujourd'hui, bah, plus que jamais, ça nous pousse à dire que se battre pour des forêts vivantes, c'est indispensable. C'est indispensable, et on n'est pas du tout en train de prendre cette direction-là. Voilà, on aura l'occasion de développer là justement pendant une petite heure, ouais. Merci. Alors, peut-être pour commencer, on fait beaucoup le lien entre ce type de pandémie et la déforestation. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on en sait, pourquoi ça a un lien avec la Mmh. déforestation et pourquoi la déforestation en général, du coup, même en dehors de ce type de virus, est un problème aujourd'hui en France et dans le monde, ou la Ouais. malforestation peut-être pour la France. Ouais, on en parlera aussi effectivement. Ce qui est important en ce moment, c'est vraiment d'être rigoureux, parce que bon, il y a beaucoup de on n'écoute pas assez la science et on raconte n'importe quoi, voilà. Donc il n'est pas possible d'établir correctement un lien entre, cette crise du coronavirus et la déforestation. Voilà. De façon très claire, c'est impossible de le faire. Par contre, on a un faisceau effectivement d'indications. On a, pléthore d'études, scientifiques qui se sont accumulées depuis plusieurs années et qui montrent que, la destruction des forêts ou, la dégradation des forêts tropicales, en fait, favorise l'émergence de problèmes infectieux. Voilà. On peut citer plein d'exemples. Alors historiquement, le sida, ça a été quand même pas mal bien documenté que, bah, il a été transmis à l'homme via le singe et que ce qui a favorisé cette transmission, bah, c'est la dégradation des forêts du bassin du Congo. C'est le fait qu'à un moment, on ait favorisé des surfaces de contact de plus en plus fortes entre les animaux et les hommes. Pour comprendre ça, en fait, il faut bien se dire que la forêt tropicale, c'est une formidable machine biologique, en fait. Elle reçoit tellement d'énergie, par le soleil, on est sur la zone tropicale, beaucoup d'eau, donc ça turbine sans cesse, quoi. Ça turbine sans cesse et du coup, ça produit beaucoup de molécules, beaucoup de virus, beaucoup de bactéries, beaucoup d'interactions. Et quand on vient, dégrader ce mécanisme-là, en fait, on crée beaucoup plus de possibilités de contact, de transmission, des bactéries, des virus qui étaient, dans l'écosystème, au sein de populations d'animaux. Bah, on parle aujourd'hui, par exemple, beaucoup des chauves-souris frugivores, les roussettes, qui sont des porteurs sains, de virus du type coronavirus, en fait, elles en meurent pas. Par contre, ces animaux, bah, il se trouve que quand on dégrade la forêt, il y a des animaux qui, n'arrivent pas à s'adapter. Les grands prédateurs, les tigres, les éléphants, ou autres, eux, bah, ils fuient l'homme et ils ont besoin de grands massifs de forêt à préserver. Et d'autres, au contraire, qui arrivent très bien à s'adapter. C'est le cas des chauves-souris frugivores, qui arrivent à vivre et même à trouver leur place en venant s'établir, autour des arbres qui sont dans les chantiers d'exploitation forestière ou dans les parcelles cultivés par les ouvriers ou les personnes qui viennent s'installer dans ce coin. Et donc, bah, quand vous avez une augmentation de la population de chauves-souris frugivores, faut imaginer ça, si on a les photos, en fait, on peut vraiment, il y a des arbres qui sont couverts des fois de chauves-souris frugivores, quoi. Vraiment, c'est énorme. Et donc forcément, bah, par les crottes, ça peut contaminer les fruits qui sont ensuite mangés par les hommes ou par la consommation des chauves-souris, même si c'est assez peu fréquent, quoi. Voilà. Donc tout ça, ça favorise en fait des interfaces de contact. Donc on l'a vu, comme je le disais, ça a été plutôt bien documenté sur le sida. C'est aussi très clair sur Ebola.
sur le virus Ebola, euh, là, il faut avoir conscience quand même que l'Afrique, donc c'est un virus qui est apparu au Congo dans les années 70, à un moment parce qu'il y a eu un contact entre les hommes et encore une fois, ces chauves-souris, et qui est un virus extrêmement dangereux, qui a fait des millions de morts. Et encore récemment, il y a 2-3 ans, il y a eu une épidémie très très forte. On a tendance à l'oublier parce que c'est loin de chez nous, mais l'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale ont été durement frappés par le virus Ebola. Et là, on se rend compte, effectivement, on peut essayer de regarder, mais il y a souvent ce virus-là, pourquoi il a frappé ces pays? C'est aussi les pays dans lesquels la couverture forestière a été le plus fortement dégradée. Le Libéria, c'est un pays qui a été ravagé par une guerre civile de plus de 20 ans, avec des mercenaires, Charles Taylor, qui ont pillé le pays, qui ont rasé les forêts, exploité le diamant, un environnement complètement dégradé. Et du coup, oui, effectivement, on se rend compte que dans ces pays où les écosystèmes sont dégradés, il y a plus de chances de voir émerger des problèmes sanitaires. Voilà. Donc le lien, il peut jamais être fait de façon très directe. Par contre, on pourrait parler de corrélation. On voit bien que plus on dégrade l'environnement, plus on favorise l'émergence de nouvelles maladies. Et ça doit nous préoccuper. Ok, c'est hyper intéressant ce que vous donnez aussi comme exemple avec le sida, Ebola, parce que ça remet aussi en perspective de dire, voilà, c'est pas juste maintenant, il y a des corrélations qui peuvent être faites avec la dégradation de l'environnement. Est-ce que peut-être, parce que ceux qui nous regardent n'ont pas forcément idée enfin, fouiller dans ces questions-là, peut-être nous refaire un peu un état des lieux de où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la question des forêts dans le monde, quels sont les points d'attention que vous avez, les revendications que vous avez, et peut-être sur la France en particulier dans un second temps. Oui. L'état des forêts dans le monde, il n'est pas brillant. Ça fait 30-40 ans qu'on a des taux de déforestation qui sont assez importants, de l'ordre de 7 millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année, de forêts primaires notamment. Et, euh, et ça ralentit faiblement. Il y a des pays comme au Brésil où en fait la déforestation avait ralenti et elle a repris durement. En Indonésie, ça reste toujours très fort, en Indonésie et en Malaisie. Et notamment aujourd'hui, en fait, on voit un déplacement des fronts pionniers, c'est-à-dire que les endroits qui ont été déjà les plus fortement exploités, je pense spontanément à l'Indonésie, à l'île de Bornéo. J'ai eu la chance, en fait, ma vocation militante, elle est née là-bas, il y a en 1900, aux alentours de l'an 2000. En fait, ouais, c'était même en 2000. Je me suis retrouvé sur l'île de Bornéo, au cœur de l'île de Bornéo, à Betung Kerriun. Et en fait, les villageois nous attendaient en silence avec des pancartes en disant: s'il vous plaît, dites au monde ce qui est en train de se passer ici, quoi. Euh, et à l'époque, j'étais étudiant. C'était une délégation d'étudiants qui venaient justement voilà, en Indonésie pour se rendre compte des problèmes. Et ils nous ont attendus comme ça pour nous faire part de l'invasion qu'il y avait de leur territoire avec les exploitants illégaux. À l'époque, c'était le début aussi du palmier à huile. Et c'était hyper fort, hyper dur. Et quand on est parti, en fait, on a appris qu'une semaine après, les exploitants illégaux de bois sont venus détruire tous les villages. Voilà. On dit plus jamais vous amenez des étrangers ici, quoi. Plus jamais. Et, et aujourd'hui, ces forêts sont parties. Aujourd'hui, ces forêts sont parties. Il en reste très peu sur l'île de Bornéo. Il reste quelques lambeaux. Mais c'est juste fou ce qui se passe. C'est fou et ça a des conséquences très fortes parce que ça dérègle le microclimat, il fait beaucoup plus chaud, ça dérègle la régulation de l'eau. Ça a des conséquences parce qu'effectivement, la forêt, c'est aussi une pharmacopée. Les gens se soignent de la forêt, notamment les communautés autochtones. Quand il n'y a plus de forêt, on ne peut plus se soigner. Et, et aujourd'hui, encore une fois, avec ce qu'on vit, c'est difficile. Et ça va très vite. Donc, on pourrait parler de Bornéo, on pourrait parler de Sumatra. Et aujourd'hui, le nouveau front pionnier, c'est la Papouasie,
les compagnies sont en train d'arriver en Papouasie pour exploiter du bois, pour faire du palmier à huile. Voilà. Et là, la France a une responsabilité. Enfin, une heure ne suffirait pas à développer les liens qu'il y a entre la France, la construction qu'on a de notre modèle de développement à la forêt. Mais euh, petite illustration, bah, par exemple en Papouasie, il y a des gens qui se battent pour protéger leur forêt. Le gouvernement indonésien a décidé de réprimer ça durement. Les journalistes n'ont pas accès à ces zones. Les militaires emprisonnent, voire tuent les villageois qui s'y opposent. Et la France fournit les hélicoptères via Airbus qui sont impliqués aujourd'hui dans ces violations des droits humains en Papouasie. Voilà. On a alerté l'ambassadeur pour l'environnement là-dessus. Il y a eu une enquête de Mediapart il y a quelques mois. Pas de réponse. Voilà. Dans le genre double discours aussi complètement choquant, et j'en parle parce qu'après, c'est vrai, quand on parle de forêt, on parle tout de suite du bois, de palmier à huile, du soja, on reviendra dessus, mais il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Ça n'a pas été dit, c'est violation des droits humains avec des hélicoptères fournis par la France. Il y a aussi l'exploitation des minerais, l'exploitation du nickel. En Nouvelle-Calédonie, la France a littéralement saccagé le pays pour exploiter du nickel avec une entreprise qui s'appelle Eramet. Eramet, c'est une grosse entreprise dans laquelle l'État est actionnaire. Et maintenant qu'on a saccagé la Nouvelle-Calédonie, que les gisements les plus facilement accessibles ont été exploités, eh bien, cette entreprise, elle est en train d'exploiter le plus grand gisement de nickel du monde qui est situé en Indonésie, sur l'île d'Halmahera. Euh, et le projet, bah, c'est littéralement de raser cette île, raser la forêt. On parle d'une mine à ciel ouvert, donc c'est vraiment les images les plus trash qu'on peut imaginer, quoi. On rase, on décape pour exploiter le nickel. Voilà. Et ça, c'est une entreprise française dans laquelle l'État est actionnaire. Donc, on les a. Enfin, c'est là où c'est vraiment interpellant. En ce moment, moi, ma préoccupation, elle est sur cette notion de plan de relance. Parce qu'historiquement, en fait, on n'a jamais su faire de la croissance économique qui soit découplée de prélever plus de ressources naturelles et d'énergie. On ne sait pas faire. C'est du pipeau, enfin, vraiment. On l'a toujours vu, on a cru pouvoir savoir le faire. Par exemple, on nous a dit, bah, on va utiliser moins de papier et on va utiliser plus d'ordinateurs, on va dématérialiser. Bah, sauf que pour faire les ordinateurs, on a besoin de métaux, on a besoin de nickel, dont je viens de parler, on a besoin de coltan, qui est exploité dans des conditions humaines désastreuses dans le Congo, au Congo. Voilà. C'est dans ces zones-là, aujourd'hui, où sont exploités le nickel, qu'il y a des zones d'émergence d'Ebola. Donc, évidemment, encore une fois, je dis ça, je ne veux pas faire de lien clair entre le téléphone portable et Ebola. Faut être sérieux, mais il faut voir qu'il y a une pression de plus en plus forte en fait, sur les écosystèmes. Quasiment chaque produit de la vie quotidienne, on est capable de le relier avec la déforestation. Alors bien sûr, on pense au bois dont sont faits nos meubles, à l'huile de palme qu'on trouve un petit peu partout, et on parlera des biocarburants notamment, puisque voilà, la croissance verte, c'est de dire on veut plus d'énergie fossile. On va remplacer les énergies fossiles par des biocarburants. Ah, génial, à base d'huile de palme. Voilà. Donc on détruit les forêts. On émet des quantités de gaz à effet de serre. C'est 3 fois pire pour le climat ce que va émettre la destruction d'une forêt en Indonésie que d'utiliser du carburant fossile. La solution qu'on apporte, elle est 3 fois pire. Voilà. C'est ça aujourd'hui, là où on est en train de marcher. L'huile de palme, vous en trouvez partout, enfin dans des produits improbables. Dans le paracétamol. Dans le paracétamol, il y a de l'huile de palme. Voilà. Alors pourquoi on en arrive à mettre de l'huile de palme dans le paracétamol? C'est qu'en fait, c'est un petit peu le drame de ce qui se passe sous les tropiques, c'est que bah, tout pousse vite, comme je l'expliquais en début, il y a beaucoup d'interactions, donc tout pousse vite. Et le palmier à huile aujourd'hui, c'est la plante qui permet de produire par hectare le plus facilement de l'huile. Voilà. Le plus facilement, le rendement il est 7 à 10 fois supérieur si vous comparez avec du colza ou encore de l'huile d'olive. Donc en fait, c'est pas cher, on se fiche de l'environnement et des conditions sociales. Donc, c'est l'huile la moins chère du monde. Donc à partir de là, en fait, vous la retrouvez partout. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'en fait,
On pourrait utiliser l'huile de palme, notamment, dans les pays du Sud, en fait, pour se nourrir, enfin, c'est pas la plante en elle-même qui pose problème, c'est les niveaux de consommation qu'il y a derrière. Heu, c'est la demande mondiale qui fait que d'exploser et ce matin et depuis hier, en fait, je suis très, très en pétard contre le gouvernement, pareil, parce qu'on les a alertés, on leur a dit, Air France, a pour projet, il y a un document qui existe, qui montre que Air France a passé un accord avec le gouvernement et Total pour développer, les biocarburants, heu et clairement, dedans, il y a un risque d'utiliser de l'huile de palme, clairement. Notamment, encore une fois, je pourrais développer pendant des heures, mais parce que c'est cette fraction d'huile de palme qui s'appelle les PFAD que le gouvernement essaie de nous faire passer pour des résidus. Bon, et ben demain, le projet, c'est de filer 20 000 000 d'euros à Total. C'est ce qui se discute en ce moment à l'Assemblée, ce qui va être voté ce soir, enfin ou pas. Enfin, en tout cas, on bataille pour que ce ne soit pas voté. 20 000 000 d'euros à Air France. Et les députés de la majorité sont en train d'expliquer que oui, bon, ils ont entendu tellement la bronca des associations en disant mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de conditionnalité. Ah, mais vous inquiétez pas, on va leur demander de faire de la responsabilité sociale et environnementale. On va leur demander effectivement d'être plus vertueux. Ben voilà, ils vont vous en faire du vertueux. Ils vont faire voler les avions à l'huile de palme. Et donc, au bout du bout, en fait, tout ça, ça a des impacts sur les forêts. Et c'est ça qui est vraiment moi, le signal d'alarme, c'est qu'en fait, on ne pourra pas faire une relance économique comme on l'a fait. On ne pourra pas dire c'est pas un problème d'augmenter nos importations de ressources naturelles et d'énergie des pays du Sud, ça aura toujours un impact sur les forêts. On est vraiment au bout du bout dans plein de massifs forestiers. Les scientifiques l'ont alerté en Amazonie, on est à entre 1 et 2 ans sans doute du point de bascule, c'est-à-dire du moment où le massif il est tellement fragmenté, en fait, ça enclenche des processus irréversibles. Et c'est ça qui se joue. Et donc, plus on accroît la pression, plus on risque de franchir ces seuils, encore une fois, irréversibles de dégradation des massifs, quoi. Voilà. Et pour le coup, pour continuer là-dessus sur l'inquiétude du plan de relance qui Ouais, pourrait y avoir, les 20 milliards qui sont effectivement discutés à l'Assemblée actuellement, euh, le choc qu'on vit actuellement, il pourrait aussi, enfin, dans l'histoire, les chocs des catastrophes naturelles, des catastrophes sanitaires, ils ont souvent été utilisés justement pour relancer des solutions extrêmement libérales, ouais, donc qui sont contraires à ce que nous, on défend généralement, ce qu'on défend. Mais là, le choc, il pourrait aussi être une occasion de voir les problèmes que ça pose et du coup ouais, les corrélations que ça a aussi avec ce qu'on vit actuellement et de recommencer complètement autrement, de rompre avec la bien société sûr. dans laquelle on vit. C'est quoi les conditions qu'il faudrait faire pour pas qu'il y ait cette pression aussi forte, pour pas qu'on ait un plan de relance qui de nouveau continue avec de la déforestation Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre modèle pour qu'on n'en arrive pas là? Est-ce que vous dites que vous êtes très en colère contre le gouvernement sur la question des 20 milliards? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui bougent quand même? Voilà, en question aussi Ouais. sur les garanties à apporter sur cette question qui est primordiale, effectivement. On verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le gouvernement, c'est pas un bloc homogène. Quand on discute avec les cabinets, avec les services de l'État, notamment le ministère de l'écologie, on sent qu'il y a une envie aussi, qu'il y a des gens qui disent c'est pas possible qu'on reprenne comme avant. Heu, Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça pèse dans la décision finale, qui se passe toujours dans le bureau du Premier ministre, voire dans le bureau du président de la République. Je suis fatigué d'entendre ça et je comprends qu'il y a des gens qui se battent en interne, et cetera, et c'est très bien, on en a besoin d'eux. Mais on a besoin de moments de rupture. Heu, Moi, je suis pas économiste, je suis forestier. Je ne sais pas comment faire un plan de relance. Je comprends qu'il faut pas laisser tomber les gens et voilà. Mais je ne sais pas faire un plan de relance, économique tel qu'on l'a connu, qui n'entraîne pas de croissance, d'augmentation des importations de ressources naturelles et d'énergie. Ou alors, il faut clairement conditionner à ça et dire à un moment, on regarde tout l'argent qu'on met, il va servir avant tout à non seulement réduire, réduire les niveaux de
surconsommation. Donc quand je dis ça, c'est très clairement, on arrête les excès, on arrête ce qui sert à rien. Prendre l'avion pour partir en vacances, je suis désolé, enfin voilà, qu'on prenne l'avion pour aller voir la famille qui est loin, pourquoi pas, mais les déplacements en avion, passer une semaine en Martinique, c'est la moitié des déplacements en avion, c'est du loisir. C'est cool de prendre l'avion, mais à un moment là, on n'est pas dans une phase où c'est cool quoi. Il y a des choix à faire. Donc il y a des choses qu'il va falloir limiter, interdire, des excès. Il va falloir se battre aussi pour que, chacun sur cette planète puisse répondre à ses besoins fondamentaux. Je dis bien chacun sur sa planète. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis très remonté sur l'avion, donc on va prendre la métaphore, on va prendre l'exemple de l'avion. Quand Air France nous dit: «Mais vous inquiétez pas, on va aller planter des arbres, on va aller, protéger des forêts dans les pays du Sud, comme ça compensera nos émissions de carbone». On les a vus, ces projets-là. On a été enquêté avec Bastamag en 2013 à Madagascar sur un projet d'Air France de soi-disant, au départ, en 2013, c'était juste un projet d'évaluation de stockage de carbone dans la forêt. Ah, bon, voilà. Puis c'est devenu, ah oui, ça va être un projet volontaire de crédit carbone, mais Air France ne va pas pouvoir bénéficier des crédits, ne vous inquiétez pas. Et puis là, en janvier, Air France nous dit: «Ah ben, on s'engage à compenser toutes nos émissions de carbone». Voilà. Et ça, en fait, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ont une telle pression de l'opinion publique que pour éviter une législation contraignante, ils disent: «Il faut réduire les vols aériens», et ben, ils mettent en avant ce type de fausse solution. Mais ça a des impacts sociaux terribles. À Madagascar, des gens ne peuvent plus rentrer en forêt pour cultiver un lopin de terre ou et se nourrir. Voilà. Je l'ai vu aussi au Pérou, où on a combattu un projet de compensation carbone qui était voilà, géré par la société Pure Projet, qui revendait ensuite ses crédits carbone à des entreprises comme Vinci. Et ce projet, alors, ça part d'une bonne intention. C'est on va protéger toute une forêt dans la région de San Martin, c'est les contreforts de l'Amazonie. On va protéger cette forêt et faire en sorte qu'il n'y ait pas des dangereux communautés locales qui viennent cultiver un lopin de terre pour se nourrir. Voilà. Les communautés locales sont pointées comme les responsables de la déforestation. Et nous, on a été enquêtés, crapahuté des semaines dans les bois parce que forcément, les gens ne sont pas facilement accessibles. Et quand on a été voir, en fait, on a discuté avec ces communautés. On se rend compte que c'est des migrants. C'est des migrants internes du pays qui viennent de la province juste à côté, qui est Cajamarca, province minière, où toutes leurs terres ont été dévastées par l'industrie minière, l'eau est polluée, on ne peut plus vivre. Donc les gens bougent, ils vont s'établir dans le seul endroit qui reste, c'est là où il y a des forêts. Et donc, on va y cultiver un lopin de terre pour cultiver, pour manger. Et c'est là où ça devient profondément injuste, c'est qu'on ne peut pas, d'un côté, dire qu'on va permettre à quelqu'un de prendre l'avion pour partir une semaine en Martinique, ce qui n'est quand même pas un besoin fondamental, je pense que tout le monde me l'accordera, et dire pour faire ça, on va compenser, on va interdire à quelqu'un de défricher un lopin de terre pour se nourrir. C'est là où on met en contradiction, en opposition, en fait, la satisfaction de besoins fondamentaux de tous avec des excès. Et ça, ces exemples-là, je pourrais les multiplier à l'infini. Malheureusement, c'est pareil avec les plantations d'eucalyptus qui ont été développées partout dans les pays du Sud pour répondre à notre folie de consommer toujours plus de papier et de carton. Et encore plus aujourd'hui, on consomme de plus en plus par Internet, par la vente à correspondance. C'est toujours plus de papier, toujours plus de carton. Et ça, on augmente les importations de pâte à papier, notamment d'eucalyptus. Quand on transforme la centrale à charbon de Gardanne, dans le sud de la France, en centrale à biomasse, on importe de l'eucalyptus du sud du Brésil. Et ces immenses monocultures d'eucalyptus, elles sont combattues par les communautés locales, par les Guaranis notamment, qui vont arracher ces arbres et qu'ils appellent les arbres de la soif. Parce qu'un eucalyptus, quand il pousse, il peut pomper plus de 300 litres d'eau par jour. Et donc, les gens n'ont plus d'eau. N'ont plus d'eau. Quand on n'a plus d'eau, on ne peut pas vivre. Et à un moment, c'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est que on ne peut plus vivre dans un modèle de société qui consomme autant et qui a des impacts sur les autres. Et ce qui est dingo avec cette affaire, encore une fois, je reprends mon histoire des 20 milliards donnés à Air France. Pourquoi ne pas investir comme tout le monde, toutes les associations le demandent depuis des années dans la rénovation thermique des logements? C'est simple,
ça permet de réduire les consommations d'électricité et d'énergie. Euh, et, et c'est efficace. Et ça n'a pas d'impact sur les forêts. Au contraire, je vous parlais de l'usine de Gardanne. Gardanne, la centrale, c'est pour faire de l'électricité, pour faire du chauffage électrique, quoi. Voilà. Donc on utilise des surfaces de terre immenses pour amener du bois qu'on brûle en plus avec un rendement mais nul. À peine un tiers de l'énergie sert vraiment à faire l'électricité et les deux tiers servent à chauffer le ciel et les oiseaux. Et donc, on crée d'énormes problèmes plutôt que de s'attaquer à la racine du schmilblick qui va être pourquoi les gens ont autant besoin de se chauffer dans des logements qui sont mal isolés, d'avoir des factures d'électricité énormes. Voilà. Et ça, on ne le fait pas. Et puis, et ça me met en rogne. Et je pense qu'on est nombreux à être en rogne. Et quand on regarde en fait la façon dont la société fonctionne, on se dit mais pourquoi ils ne le font pas? C'est pas que c'est pas rationnel. On a les entreprises, ça crée de l'emploi. C'est juste socialement, c'est tout bon. Bah ouais, mais on ne peut pas communiquer dessus. Enfin, c'est vachement moins sexy de communiquer sur le fait on a isolé une barre de HLM dans les quartiers nord de Marseille que de dire j'ai financé des projets de plantation d'arbres dans le sud. Voilà. Et c'est ce drame-là, en fait, c'est qu'on n'est plus dans le sens, en fait. On est dans le paraître, en fait, quoi. On est dans continuer la machine comme avant. On va quand même pas bloquer, on va pas bloquer, repenser en profondeur, encore une fois, nos niveaux de consommation, quoi. On va essayer de verdir ça. Ça n'a jamais marché, quoi. Ouais, je pense que c'est très important là, ce que vous dites sur la question de répondre aux besoins fondamentaux de tout le monde comme étant une des choses sur lesquelles on doit reconstruire Bien sûr. un monde et qui pour le coup ouvre aussi un imaginaire beaucoup plus heureux pour tout le monde, que ça soit en France et ce qui est impressionnant je trouve dans la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, c'est pour le coup le fait que arrive de manière, enfin, comprennent plein de gens qui peut-être avant l'avaient pas compris ou l'avaient compris mais et se battaient pour, parce qu'il y a quand même plein de batailles qui ont Bien été sûr. menées, c'est Mmh. qu'il y a un intérêt général humain et que cet intérêt général humain, il passe par le respect des biens communs et la forêt, enfin les forêts sont un Mmh. bien commun, la santé en est un aussi. Enfin, il y a aussi ce développement d'idées de biens communs qu'on ne doit pas marchandiser, qu'on ne doit pas détruire, qu'on doit préserver pour notre bien à tous, qui, je trouve, peut émerger aussi de la crise si on ne se retrouve pas à de nouveau appliquer les vieilles recettes qui mènent au désastre et qui peuvent nous amener à d'autres si on continue comme ça, quoi. J'espère comme vous le disiez, on va voir ce qui va se passer pour le meilleur comme pour le pire. Hem, la notion de bien commun, elle a beaucoup progressé ces dernières années, en termes de droits, avec de plus en plus la question des droits pour la nature qui a été posée et qui commence à trouver un certain écho. Il y a une proposition de loi qui a été faite, plusieurs même, au Parlement français, au Parlement européen. Il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qui ont donné un certain nombre de victoires juridiques, donc on sent que ça progresse de ce côté-là. On sent que ça commence un petit peu à prendre effectivement dans l'opinion publique. On n'est plus traité, on n'est plus vu comme des communistes et qu'on parle de enfin, j'ai rien contre le communisme, en tout cas, je suis historique, je rentre pas dans le débat, mais en tout cas, c'est pas connoté, voilà, de parler de bien commun, quoi. C'est même on revient sur la notion de bon sens et tant mieux. Mais de l'autre, force est de constater qu'on voit encore des aberrations. On voit, ces derniers jours, l'Équateur, par exemple, a annoncé qu'ils allaient peut-être, donner un tiers de la surface de leur pays, un tiers, heu, aux des entreprises chinoises dont elles dépendent énormément parce qu'elles ont contracté l'Équateur a contracté une dette énorme avec la Chine. Les cours du pétrole s'effondrent alors que l'Équateur, ses rentrées fiscales étaient liées à ça. Ils sont pris au coup, et donc on brade les forêts. Heu et ça c'est très concret. C'est très concret. Dans les années 80, on a eu les politiques d'ajustement de la Banque mondiale, ajustement structurel de la Banque mondiale, qui ont été construits sur les mêmes mécanismes. On crée une dette artificielle, on étrangle les pays, puis on leur dit: «Bon, les copains, maintenant il va falloir rembourser. Donc pour ça, vous allez brader vos services publics, vous allez brader vos ressources naturelles, vous allez mettre moins de fonctionnaires pour contrôler, vous allez adopter des législations qui vont permettre aux investisseurs étrangers de rentrer».
Et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu dans le bassin du Congo avec la mise en place de systèmes de concessions forestières, minières, un peu partout dans le monde. Et c'est ce qu'on va voir là. C'est ce qu'on va voir là d'une force incroyable, à mon avis. Je donne l'exemple de l'Équateur. L'Indonésie a également annoncé la semaine dernière que pour relancer son économie, elle allait suspendre euh, son dispositif de lutte contre le bois illégal. C'était déjà pas bien brillant, mais bon. Mais là, c'est carrément suspendu parce qu'il faut relancer la machine. Euh, donc il va y avoir des bagarres. Il va y avoir des bagarres très fortes là, et il faudra qu'on soit aux côtés des gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire très clairement des communautés autochtones, des communautés locales, qui sont aujourd'hui durement frappées non seulement par la crise sanitaire, de façon directe parce que ce sont des populations qui ont un faible accès au système de santé, qui sont marginalisées, et qui sont aujourd'hui de plus en plus, par exemple, au Brésil, il y a une recrudescence de l'exploitation illégale d'orpailleurs qui rentrent dans les territoires autochtones, qui profitent de la situation sanitaire en fait, pour rentrer et aller dans des endroits où ils n'ont pas le droit de rentrer, et du coup de transmettre, non seulement de dégrader l'environnement, mais aussi de transmettre le virus à des communautés qui ont fait le choix de vivre dans l'isolement. Voilà. Et on est en train de revivre ce qui a été vécu avec l'arrivée de la variole, enfin, il y a plus de 500 ans. Enfin, et c'est ça qui est dingo, c'est que ces communautés qui sont en première ligne, qui défendent leur forêt, elles risquent d'être impactées de façon directe, comme je le disais, par le virus, mais aussi de façon indirecte, avec une reprise complètement décomplexée de politiques de destruction de l'environnement au prétexte de faire de la relance économique. Et, et donc, il faudra qu'on soit à leur côté, il faudra vraiment qu'on soit à leur côté pour des batailles pour le droit, pour être intransigeant avec les entreprises françaises, avec les banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole. Ce sont les 3 principales banques françaises qui investissent massivement dans la déforestation, il faut le savoir. BNP, c'est le premier financeur aujourd'hui de Cargill, un négociant mondial dans l'huile de palme et le soja, où ça a été largement documenté qu'aujourd'hui, en tout cas, ils détruisent des écosystèmes, le Cerrado au Brésil pour cultiver du soja. Voilà, donc on a tout ce système-là qu'il va falloir exposer, détricoter, se battre corps à corps et surtout être aux côtés de ceux qui sont en première ligne. Moi, c'est vraiment ma préoccupation du moment, quoi. Voilà. D'ailleurs, vous avez parlé du Brésil à l'instant, mais il y a la Ouais, Guyane aussi. ouais, C'est le député Serville qui alertait l'autre jour à l'Assemblée sur cette question, sur justement l'orpaillage illégal qui recommence de plus belle. Et puis il y a oui, la question de la mine d'or aussi. Peut-être que ça serait bien d'en dire un mot parce que c'est une bataille qui continue. ouais, tout à fait. Bah, la Guyane française, territoire oublié. Euh, la politique de la France, pourquoi ça a toujours été fait décoller la fusée qui est basée à Kourou, et puis le reste, on s'en fout. Le reste, en fait, c'est un territoire qui est complexe dans son identité, avec des populations très différentes, euh, et notamment des communautés autochtones qui vivent en Guyane et qui voient leur territoire grignoté par l'arrivée donc de l'exploitation pour l'or. Donc, l'exploitation de l'or, il y a 2 formes d'exploitation pour l'or. Il y a l'exploitation alluvionnaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les paillettes qui sont dans l'eau des rivières. Et donc pour ça, on va utiliser des produits toxiques comme le mercure, qui va permettre d'amalgamer en fait les petites paillettes d'or et donc de pouvoir les récupérer. Sauf que le mercure, ça entraîne des problèmes sanitaires gravissimes qui ont été encore une fois documentés. Donc cette pratique, il faut y mettre fin. Et puis l'autre forme d'exploitation de l'or, c'est un petit peu comme j'expliquais en Indonésie avec la mine de nickel sur l'île d'Halmahera. On va tout casser, on va aller casser la roche, on va les décaper, casser la roche et extraire l'or primaire. On appelle ça l'exploitation primaire, on va aller chercher l'or directement dans la roche. Donc là, on est sur une exploitation, enfin, destruction totale du milieu. Et puis c'est pareil, on va utiliser des produits chimiques qui sont différents. Cette fois-ci, c'est du cyanure.
des produits très, très toxiques qui vont permettre de dissoudre la roche et d'extraire cette fois-ci, l'or. Et heu et là, c'est pareil, ça a des impacts environnementaux dramatiques. Donc on est toujours dans ces logiques-là. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va y avoir une relance des projets miniers, une accélération? C'est fort probable. Enfin, en tout cas, on va surveiller ça de près, quoi. Et hem et je pense que ce qui sera important, c'est que c'est vrai que c'est difficile d'en parler en ce moment parce que tout le monde est préoccupé par ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est touché directement parfois par le Covid, parce qu'on est confiné chez nous et que c'est pas cool, mais il va falloir regarder ce qui se passe aussi rapidement, chez les autres, quoi. Hem, Parce qu'on est tous liés, en fait, on est vraiment tous liés. C'est pas qu'une formule, en fait. Moi, j'ai une estime, énorme pour les gens qui se battent, au plus près du terrain, des gens qui meurent. Il y a un mois, il y a encore un militant qui s'est fait assassiner en Colombie, parce qu'il luttait contre le palmier à huile. Et il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit faut pas qu'on les lâche, quoi. Faut pas qu'on les lâche parce qu'en fait, encore une fois, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde se bat pour enfin, c'est vraiment ça qui va se jouer, c'est-à-dire, si on est fort dans les luttes, si on les dénonce, on se laisse pas faire dans ces plans de relance, on peut espérer arriver à avoir des transformations, quoi. Gagner des batailles qui sont symboliques, qui sont très fortes. Hem, Spontanément, je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a été quand même un marqueur assez fort. Il va y avoir des batailles de ce type-là qui vont se jouer, quoi. Et là, il faudra pas qu'on les loupe. Hem, donc vous me parliez des forêts françaises, j'en viens aux forêts françaises, donc heu, warning, prévention, je ne fais pas de lien entre ce qui se passe dans les forêts françaises et le coronavirus qui est vraiment, voilà, dans les forêts françaises, on a des écosystèmes qui sont malheureusement assez appauvris, qui sont quand même, il y a encore beaucoup de choses intéressantes dans les forêts tempérées et on peut faire beaucoup de choses. Mais on n'a pas le même niveau d'intensité de circulation de virus ou de risque de transmission, voilà, de maladies qu'on peut avoir dans les forêts françaises aux hommes. Sauf pour le tic, où là, ça mériterait aussi, enfin, si on a le temps d'en revenir dessus, sur la maladie de Lyme et les tiques, pour lesquels on commence à avoir de plus en plus de soupçons, sur le lien dont on gère la forêt. Mais bon, heu, ces précautions prises, on a besoin aussi des forêts françaises, ne serait-ce que pour nous reconnecter, globalement à cette question de la nature qui nous dépasse plus largement. Parce que la forêt, en France, bah, c'est ce qui ressemble de plus à c'est ce qui permet de connecter les gens, voilà, à la nature, à un écosystème. Et cet écosystème aujourd'hui, il est menacé. On est aussi, à un carrefour, on a un carrefour où on voit des pratiques, d'intensification de la gestion forestière se développer. On n'exploite plus le bois seulement pour faire, des meubles ou de la charpente, mais on l'exploite de plus en plus pour faire de l'énergie. Je parlais de la centrale de Gardanne tout à l'heure. Alors il y a une telle contestation que voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'on devra affronter ensemble, c'est que Gardanne, il y a une contestation populaire très forte, tant mieux. Du coup, l'exploitant a dit: «Wow, je ne vais pas chercher du bois dans les forêts françaises pour l'instant, je les laisse un peu se calmer et j'importe. Donc je déplace le problème ailleurs». Heu, mais voilà, on a de plus en plus de bois qui est utilisé pour faire de l'énergie, pour faire des granulés de bois. Il y a des projets de faire, des biocarburants à base de bois, pour faire rouler les voitures, encore une fois les avions. Enfin, c'est complètement démesuré, quoi. C'est complètement démesuré. Et là, on va avoir besoin de se battre, on va avoir besoin de se battre. Et alors, en ce moment, je suis très, très attaché à ce qui se passe dans le Morvan, et les copains du Morvan me manquent. Parce que c'est un territoire où les gens se sont levés et ont dit: «Stop, ça suffit». Des papys, des mamies, heu des gens qui bossent, des retraités de l'armée, enfin, dans les militants, on a des gens incroyables. Et tous ces gens-là se retrouvent en disant: «C'est plus acceptable, on ne veut plus de coupe rase, quoi». Voilà.
Et juste avant le Covid, en fait, on devait lancer cette campagne nationale contre les coupes rases. On avait prévu des choses fortes qui vont être que décalées, hein. Désolé pour les coopératives forestières et autres qui nous regardent, hein. Ça n'est que partie remise. Mais on lâchera pas. On lâchera pas, on lâchera pas les gens. Parce que ce qui se joue dans le Morvan, c'est ce qui se joue sur tout le reste de la France. C'est quelle forêt on veut. Voilà. Donc c'est les gens en première ligne. Les gens en première ligne, aussi, c'est les copines et les copains de l'ONF. Juste avant la crise du Covid, le gouvernement, enfin ça fait 20 ans que ça dure, que l'ONF est détricoté, on réduit les moyens et autres. Mais là, le gouvernement voulait mettre une sorte de coup final à travers le projet de loi ASAP, de simplification de la vie, pour démanteler clairement le statut de fonctionnaire et avoir encore plus de personnes du privé en fait qui gèrent les forêts. Donc d'ailleurs, on va faire une conférence vendredi prochain là-dessus avec le personnel de l'ONF, mais c'est ça qui se joue, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette crise, elle nous parle, elle nous reconnecte, oui, à la notion de bien commun. On voit que les hôpitaux ont été démantelés, que le personnel soignant est au fond avec rien comme moyen. Et il ne faudra pas oublier les forêts. Il ne faudra pas oublier les forêts parce que on a besoin d'un service public des forêts. Des personnes qui travaillent à l'ONF sont critiquables, comme tout le monde. On a des fois des conflits, voilà, des façons de gérer la forêt, ça nous remonte régulièrement. On n'est pas d'accord, on voit tel ou tel coupe rase, tel ou tel problème. Bon, déjà, il faut savoir que la plupart du temps, ce n'est pas les agents qui sont sur le terrain qui prennent les décisions, mais c'est que ça vient de plus haut. C'est des pressions très fortes d'exploiter toujours plus de bois. Et puis ça va faire que continuer. C'est-à-dire qu'à un moment, si on privatise l'ONF, il n'y aura plus de garde-fous. Et nous, on a vu plein de situations dans lesquelles en fait, les derniers remparts, c'est les agents. C'est les agents qui se battent contre leur direction, qui disent non, je ne vais pas exploiter plus de bois que ce qui est prévu. Non, je ne vais pas faire une exploitation ici parce qu'il y a une espèce protégée. Non, voilà. Qui se font placardiser, qui se suicident. Voilà. Ça existe aussi. Ça existe aussi en France, quoi. On se fait assassiner dans certains pays, en Europe aussi, en Roumanie, pour en parler. En France, on se suicide. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux, qu'on puisse être beaucoup plus fiers de ce qu'on fait de nos forêts. Voilà. Ouais, en tout cas, merci pour ce panorama. Je retiens aussi qu'il ne faut pas confiner les luttes et que c'est ça aussi qui nous permettra d'avancer vers cet intérêt général qui est commun à toutes et tous. Peut-être une question. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'implication de la France dans des déforestations à plusieurs endroits, notamment en Papouasie, mais on a parlé d'autres de la politique qu'a la France par rapport à sa propre politique forestière et de démantèlement du service public forestier qui est effectivement indispensable. Et je pense que le service public, en ce moment, ça parle aux gens de comprendre pourquoi ça remet du long terme, pourquoi ça remet au cœur non pas des intérêts financiers, mais les intérêts des peuples. Peut-être une question du coup là-dessus, comment on peut être à la fois solidaire des peuples et en même temps arrêter cette politique complètement absurde qui marche sur la tête de toujours tout déménager d'un bout à l'autre de la planète, ce qui, on le sait, n'est absolument pas durable. On a beaucoup parlé cette année de lutte contre la déforestation importée, dans la commission d'enquête sur Forêt Bien Commun qu'on fait avec plusieurs députés et notamment en lien avec Canopé, de la question de relocaliser toute une partie aussi des industries, des artisans, du savoir-faire. Peut-être un peu sur cette question-là, parce que je pense que là aussi, dans ce qu'on vit actuellement, on doit en tirer des leçons fortes. Ouais. Nous, on milite assez clairement pour dire il faut qu'on arrive à construire une société, en tout cas une économie dans laquelle on ne prélève pas plus que
l'espace, ce que nous donnent les ressources naturelles de l'espace français. Si on parle des forêts, ce que nous donnent les forêts. Ok. Vu qu'en plus on a la chance d'être un pays plutôt grand et richement doté en ressources naturelles, on se dit que c'est plus intéressant de raisonner au niveau européen et de se dire même qu'il y a une certaine partie des ressources naturelles de la France qui peuvent être exportées à nos voisins, notamment les Pays-Bas, la Belgique, qui sont un peu moins richement dotés de ressources naturelles. Ça, c'est le raisonnement global qu'on porte. En disant ça ne veut pas dire on ferme les frontières, on n'importe plus rien. Voilà, on aura toujours besoin de cacao, ou, enfin, toujours, en tout cas, on peut imaginer, c'est pas dramatique d'importer du cacao ou un certain nombre de communautés de zones tropicales ou d'ailleurs. Ce qu'il faut juste, c'est que ce soit une balance commerciale équilibrée, c'est-à-dire qu'on ne dépende pas en fait des terres d'autres personnes. C'est ça qui est vraiment le plus important. Et que quand on fasse le choix d'importer quelque chose, c'est parce que c'est un choix en pleine conscience, de se dire je vais apporter quelque chose qui a une valeur, sur lequel je vais payer les gens correctement, qui n'est pas contribué à la déforestation, et c'est un commerce qui est beaucoup plus simple. C'est un commerce qui va à l'encontre exacte des accords de libre-échange qui sont régulièrement passés et qui le sont encore aujourd'hui. On pourrait en parler encore pendant des heures. Donc ça, c'est la base du raisonnement. Ce raisonnement, en fait, ce que je trouve, ça c'est vraiment très important, notamment pour la Fédération des Amis de la Terre. C'est des concepts clés pour nous qui nous permettent de travailler ces questions de justice. Et de se dire, maintenant qu'on a ces ressources naturelles, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour répondre aux besoins fondamentaux de tous, donc tous les Français, voilà. Et ben, ça nous force à réfléchir, à faire des arbitrages et à se dire, ok, bah, les forêts françaises, si on veut les laisser vieillir un petit peu pour qu'elles absorbent plus de carbone, qu'elles se restaurent aussi, parce qu'au niveau de la biodiversité, il y a quand même une forte érosion et ce serait mieux d'avoir des forêts, c'est indispensable d'avoir des forêts plus vivantes. Bon, bah, ça veut dire qu'on peut sortir tant de bois. Voilà. On a publié récemment un rapport là-dessus avec mon ami Gaëtan Dubus qui montre que il ne faut pas augmenter la récolte de bois dans les forêts françaises comme veut le faire le gouvernement, qui prévoit d'augmenter de plus de 70% la récolte de bois d'ici 2050. Plus 70%. Truc de fou. Non, il faut faire avec ce qu'on a et se poser les arbitrages. Peut-être consommer moins de papier pour pouvoir consommer un peu de bois énergie si on veut faire du bois énergie. Peut-être se dire on va utiliser du bois pour construire les maisons, donc on va avoir besoin de plus de bois. Ok. Mais peut-être se dire que avant de construire de nouvelles maisons, il faut peut-être essayer de réfléchir à, je vais utiliser un terme qui est fort, bon, réquisitionner ou utiliser les logements qui sont vides. Encore une fois, d'une simple perspective écologique, si on se dit qu'il faut limiter les ressources naturelles et les prélèvements, c'est quand même fou de se dire qu'on a tellement de logements vides en France et qu'on va en construire des nouveaux. C'est pas rationnel. Et donc, ce que je trouve intéressant avec cette idée de se mettre une propre contrainte, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec les ressources dont on dispose, c'est que ça nous force à faire des choix. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant pour nous, mais c'est aussi intéressant justement en solidarité avec les pays du Sud. C'est qu'en faisant ça, on libère ce qu'on appelle de l'espace écologique. On libère la place pour que des gens ne se retrouvent plus coincés entre une mine, une plantation de palmiers à huile, le dernier bout de forêt où il y a un orang-outan qu'on a mis sous cloche, surtout pas toucher à l'orang-outan, donc pas le droit de rentrer pour couper du bois ou faire quoi que ce soit. Et ça, c'est le drame que vivent de plus en plus, encore une fois, de gens dans les pays du Sud, de se retrouver coincés entre tous ces espaces qui répondent à un seul point commun, c'est de satisfaire les besoins des pays riches. Donc, si on a besoin de moins de mines, parce qu'on recycle mieux les métaux, parce que ma collègue Alma Marceau vous en parlera mieux que moi, des Amis de la Terre, mais dans les décharges françaises, hein, on l'auditionne demain. Bon, voilà, dans les décharges françaises, c'est un gisement, on appelle ça les mines urbaines. Il y a des métaux. Allons chercher les métaux là pour ouvrir de nouvelles mines. Plutôt que de faire de nouvelles plantations de palmiers à huile pour faire voler les avions ou rouler les voitures, bah, peut-être qu'il faut moins de voitures, moins d'avions. Ouais. C'est ça qui va jouer. Et en faisant ça, et bah, poum, c'est une mine en moins. C'est une plantation de palmiers à huile en moins. Et donc, c'est des terres en plus pour que les gens les cultivent, pour qu'elles soient restaurées pour, pour l'environnement, mais pas que pour l'environnement, pour redonner de la place à tous les êtres vivants sur cette terre, les hommes, les animaux, restaurer les fonctions écologiques qui sont complètement dégradées. On parlait de l'eau aujourd'hui, il faut plus de forêts pour restaurer aussi une qualité de l'eau, des microclimats.
Et c'est ça qui se joue, hein. Et en fait, en faisant ça, en consommant nous moins, on libère de l'espace écologique à d'autres, et on permet à chacun de vivre mieux. Et ça, c'est quelque chose que, comment dire, qu'il faut défendre bec et ongle. Heu Consommer moins, c'est pas pour les plus pauvres en premier. C'est justement pour que chacun, en France ou ailleurs, puisse consommer un minimum. Voilà. Heu et ça, pour moi, c'est une forme de solidarité très forte, quoi. Complètement. Et question, alors 2 questions sur la maladie de Lyme. Vous avez dit que Ouais, vous aviez des choses à dire dessus. Je pense que c'est intéressant sur la question des tiques. ouais, Et puis, pour que chacun et chacune comprenne bien, parce qu'il y a quand même ce greenwashing, à la fin, il rentre quand même un peu dans les têtes. Toute cette histoire de la compensation autour de la plantation d'arbres. Pourquoi une ouais. plantation d'arbres, c'est pas une forêt? Et c'est quoi les problèmes qui sont liés à ça? Mmh, mmh. Alors, maladie de Lyme, on se rend compte qu'effectivement, bon, déjà, c'est une maladie qu'on a mis beaucoup de temps à cerner et encore aujourd'hui, il y a des querelles pour savoir exactement, quels en sont les symptômes et qu'est-ce que c'est que cette maladie. Donc, elle est voilà, ça, c'est le premier point. Par contre, on se rend compte que c'est porté et transmis par les tiques forestières notamment, et que ces tiques, elles ont plutôt tendance, il y a notamment une étude qui a été faite aux Pays-Bas par l'université de Wageningen de mémoire. Il y en a une autre qui est sortie aussi en Amérique du Nord, j'ai plus le nom de l'université, mais on pourra retrouver ça, qui montre que plus vous réduisez en fait, la diversité dans l'écosystème forestier, plus vous avez, une multiplication des tiques et donc un risque de transmission vers l'humain. Dans le cas de l'étude de Wageningen, ils ont montré qu'en fait, quand on chassait le renard, en fait, bah, du coup, les populations de rongeurs avaient tendance à pulluler, à sortir beaucoup plus facilement parce que leur prédateur n'est pas là, et que les tiques, du coup, étaient transmises beaucoup plus facilement parce qu'elles s'accrochent dans le poil de ces populations de rongeurs. Première, ça c'était une étude. L'autre étude en Amérique du Nord, elle a montré que, en fait, dans l'écosystème, la maladie était d'une certaine façon diluée dans plein d'espèces différentes. C'est-à-dire plutôt d'être concentré sur une seule espèce, en fait, plus c'était divers, plus il y avait ce qu'ils appelaient une sorte d'effet de dilution. Donc en fait, au final, les tiques, il y en avait un certain nombre, mais elles n'étaient pas toutes porteuses de la maladie. Et donc, du coup, on avait moins de maladies de Lyme. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est pas des vérités absolues, la science procède pas comme ça. C'est juste, on voit qu'il y a des faisceaux d'indicateurs qui montrent que même dans les forêts françaises, plus de biodiversité, bah, ça laisse penser que, sur des problèmes sanitaires comme la maladie de Lyme, ça a des conséquences. Deuxième question que j'ai oubliée, La plantation. la plantation et la compensation carbone. Ouais. Hem, alors, bah, je vais donner un exemple d'une plantation en Ouganda, qui a été faite par, la Face Foundation, qui est en fait le faux-nez, des entreprises, du secteur de l'énergie, aux Pays-Bas. Ils ont été planter plein d'arbres, en Ouganda, sur des terres où, bah, il y a une densité de population assez forte, pour stocker du carbone. Premier problème, bah, leur but, c'est de stocker du carbone, donc ils ont mis des arbres à croissance rapide. Donc les eucalyptus notamment, que j'appelais les arbres de la soif, on a été les planter là-bas. Et on a accaparé des surfaces de terre immenses, quoi, pour faire ça, immenses. Et des conflits, du coup, qui ont émergé avec les communautés locales qui ne pouvaient plus avoir de terre pour se nourrir. Donc, arrachage d'arbres. Voilà. Ça, c'est très concret. Il y a une autre entreprise en Ouganda qui s'appelle la Global Wood Company, qui a été plantée cette fois-ci des pins transgéniques. Donc, autre variation sur le thème du n'importe quoi. On modifie génétiquement des pins pour qu'ils poussent plus vite, ils stockent plus de carbone. Sur des milliers d'hectares, ils ont été plantés ces pins. Et c'est là où c'est ce problème-là, c'est que eux se défendent en disant mais cette terre n'appartenait à personne. Mais dans la plupart des pays du Sud, les terres n'appartiennent à personne. Ce sont des pays qui sont issus de la décolonisation. Dans le meilleur des cas, les États ont nationalisé l'ensemble de ces terres, mais sans prendre en compte qu'il y avait des peuples qui vivaient, qui avaient des droits traditionnels qui n'ont jamais été reconnus. Et notamment dans cette zone-là de l'Ouganda, vous avez des peuples, des pasteurs transhumants qui font de la transhumance, donc pour qui la notion de propriété n'a aucun sens, ils n'ont pas de propriété. Par contre, ils ont besoin de faire passer
leurs troupeaux, et notamment sur ces terres. Et aujourd'hui, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Il y a des barrières. Euh, Quand j'ai été sur place, j'ai même pris une photo sur le siège, à l'entrée du siège de la Global Wood Company. C'était une offre d'emploi pour recruter une personne en charge des relations avec les communautés. Et dans les compétences qu'ils recherchaient, il y avait notamment la maîtrise des arts martiaux. C'est une photo que j'ai donnée à France 5 pour un documentaire. Voilà, on en arrive à ça. Et les gens se font. Enfin, on en rigole, mais c'est fou. En fait, c'est fou. Et il y a des violences qui sont faites contre ces gens pour planter des arbres, pour stocker du carbone. Voilà. C'est ça la compensation carbone. C'est vraiment ça. C'est une injustice morale profonde de mettre sur le même plan, encore une fois, un besoin qui est questionnable, prendre l'avion ou autre chose, avec un besoin fondamental qui est de se nourrir ou d'avoir accès à la terre. C'est la question sur laquelle on ne peut pas transiger éthiquement. Merci. C'était vraiment passionnant. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose ou peut-être aussi expliquer. Il y a des mobilisations citoyennes très fortes, notamment vous en avez mené une dans le Morvan récemment contre les coupes rases d'ailleurs. Il y Qu'on en va a beaucoup continuer. d'autres, voilà exactement, mais il y en a beaucoup d'autres qui se tiennent un peu partout. Peut-être finir là-dessus sur comment aussi les gens peuvent aider dans cette lutte, comment est-ce qu'on peut aider à faire prendre conscience à tout le monde de cette question, parce que sur la déforestation, il y a une prise de conscience forte quand même. Ouais. Peut-être un peu moins sur ce qui se passe en France en malforestation dans certains territoires. D'accord. Voilà, peut-être sur cette dernière question. Sur ce qu'on peut faire, effectivement, alors on va rester que sur la France. Je dirais un mot quand même sur les zones tropicales, ce qu'on peut faire. Sur la France, on a tout un réseau en fait. On est comme en forêt, les arbres ils mycorhizent pour pouvoir chacun faire ce qu'ils ont à faire et travailler ensemble. Si ce qui vous branche, c'est les alternatives forestières, que vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous voulez acheter des forêts, faire un groupement forestier, ou vous êtes gestionnaire vous-même, réseau alternative forestière. Bon. Si vous avez envie de militer, de rencontrer d'autres gens et de vous engager sur des batailles locales, on a le collectif national SOS Forêt qui regroupe des organisations au niveau national, les syndicats de l'ONF et des associations environnementales comme Canopé, qui est ainsi France. Je menais des batailles au plus près du terrain, comme dans le Morvan. Voilà. Et puis Canopé, voilà, si vous avez des choses à faire, on travaille tous ensemble en fait. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est les deux principaux groupe local, collectif SOS Forêt, alternative le RAF. Et puis, pour soutenir les communautés autochtones en première ligne dans les pays du Sud, on va monter quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai pas de façon simple pour que les gens fassent des dons. J'ai une grosse désillusion cette semaine, comme j'expliquais avant. Donc, ce qu'on peut vous proposer pour l'instant, c'est à la limite, vous envoyez des dons par Canopé. Vous mettez bien que c'est pour le soutien aux communautés en lutte, et notamment au Brésil. On peut rediriger directement ces dons à l'APIB au Brésil, qui est l'Association des peuples autochtones du Brésil, ou à Pusaka, qui est une association autochtone qui se bat aujourd'hui en première ligne en Papouasie. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer des chèques ou faire des dons en mettant « je veux que cet argent à 100%, on s'engage là-dessus au niveau de Canopé, on ne prendra pas un centime, c'est 100% qui est redescendu sur les luttes locales. » Voilà. Et si vous avez encore plus de sous à donner pour Canopé, pour faire le bataille comme on fait aujourd'hui, le plaidoyer, c'est très bien. Mais voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si c'est très clair. Merci Sylvain Augeran. Peut-être, je ne sais pas si vous connaissez Nazım Hikmet, poète turc. Oui, pardon? Un poète turc magnifique. Oui, et qui oui. disait que les hommes cessent d'être les esclaves des hommes. Cet appel est le nôtre. Vivre comme un arbre, seul et libre. Vivre en frères comme les arbres d'une forêt. Cette attente est la nôtre. C'est super ça, je ne connaissais pas. Non, voilà. C'est super. En tout cas, un grand merci. C'était passionnant. Ouais. Vraiment. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité aussi. Allez, bon courage.